Donc, nous allons reprendre pour donc le premier panel avant le déjeuner. Donc, nous aurons deux interventions. Donc, je vais, donc comme pour nous allons procéder de la même manière pour toutes les séances, c'est-à-dire que nous allons écouter l'ensemble des interventions. Ici les deux, quelquefois ce sera trois, et ensuite on regroupera les questions, les discussions pour éviter aussi, pour que tout le monde ait le même temps de parole. Donc nous allons écouter les deux interventions à la suite, puis il y aura normalement une vingtaine de minutes ou un quart d'heure pour la discussion. Donc, je présente rapidement les deux intervenants. Donc, nous allons d'abord entendre Samuel Beroux, donc chercheur postdoctoral en histoire contemporaine à l'université de, alors attention à la prononciation, Jyväskylä, je crois qu'on dit comme ça. Pourtant c'est notre université partenaire aussi dans le cadre de l'Alliance européenne for Them, mais je ne suis pas encore au point sur la prononciation des noms. Il est également chercheur postdoctoral associé à l'université de Genève. Où il a obtenu sa thèse en histoire économique. Il travaille actuellement sur justement la transformation de sa thèse, soutenue en 2021 en une monographie qui sera intitulée Crisis as Opportunity, Western Economic Relations and the Resurgence of American Hegemony, 1969 up to 1985. Et donc, notre second intervenant sera donc Stéphane Pneumatikos. Voilà, j'ai redemandé à la pause pour être sûre. Donc, qui a étudié la communication à l'université d'Égée, puis ensuite a étudié à l'université du Pirée, et qui a soutenu sa thèse à l'université Paris-Panthéon-Assas en décembre 2020. Donc, sur le thème analyse comparée des représentations médiatiques de la germanité au sein de l'espace européen au cours de la crise grecque. Donc, il travaille actuellement dans le champ des sciences politiques et notamment autour des représentations de l'hellénité. Voilà, donc vous avez la parole pour en gros 20 minutes. Voilà, ça va être le mantra des 2 jours. Alors, je démarre mon chronomètre. Merci tout d'abord pour l'organisation de ces journées. Lorsque j'ai soumis ma proposition, j'étais encore à Genève et maintenant, donc, effectivement, je suis à Jyväskylä. En cette période de l'année, il fait à peu près 4 à 6 degrés tous les jours. Donc, c'est avec grand plaisir que je suis venu ici pour vous présenter mes recherches et prendre, même si la météo n'est pas parfaite, un peu de soleil en ce jour. Enfin, un peu de luminosité en ce jour. Donc, mon papier aujourd'hui est intitulé Une crise réinventée, les batailles politiques autour de la mémoire et des leçons de la Grande Dépression dans les démocraties occidentales 1965-2022. Celui-ci donc est dérivé de ma thèse de doctorat que j'ai défendue l'année passée. Ma thèse était intitulée Beyond the Great Depression, The Transformation of Western Economic Policies 1969-1985. Et s'intéressait essentiellement à la question de savoir comment les gouvernements des principales puissances capitalistes avaient perçu les crises qui avaient secoué le système économique dans les années 70. Donc, pardon, je suis suisse, donc 70, 70, 80, 80, etc. Donc, je me suis principalement intéressé sur comment le gouvernement américain, britannique, français et allemand avaient perçu ces crises. Donc, rapidement, pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas historiens, les crises de cette période que les historiens appellent Long 1970s, c'est principalement la période de turbulence monétaire qui commence à partir de la milieu des années 60 et qui aboutit à l'abandon du système monétaire des deux Bretton Woods. Ce sont aussi les 2 hausses soudaines du prix de l'énergie en 1973, 74 et 1978, 80, qui sont appelés maintenant chocs pétroliers. Et enfin, ce sont toute une série de difficultés macroéconomiques avec 2 récessions en 74, 75 et 81, 82, accompagnées d'une forte inflation dans la plupart des pays occidentaux. Donc, tout ce contexte de turbulence économique a contribué à raviver les craintes d'une nouvelle Grande Dépression. C'est un thème qui est fréquemment discuté dans les médias, mais surtout à très haut niveau entre dirigeants politiques, au G7, etc. Et donc, il y a cette crainte que les turbulences économiques puissent
ramener une radicalisation politique, le fascisme, le communisme, etc. Et au final, créer une dislocation de l'ordre politique et économique international. L'argument que je vais développer aujourd'hui est en fait que les années 70 ont été une décennie durant laquelle la mémoire et les leçons de la Grande Dépression ont été fortement manipulées et réinventées dans les 4 pays. En fait, ces leçons n'ont pas grand-chose de scientifique. Elles sont que vaguement basées sur l'histoire économique des années 1930. En fait, ce sont le plus souvent des procédés rhétoriques que divers groupes sociopolitiques ainsi que les gouvernements utilisent pour promouvoir leurs propres agendas politiques. Le problème, c'est que ces procédés sont extrêmement efficaces dans les systèmes démocratiques et qu'ils ont en fait toujours un effet important aujourd'hui. Puisque je pense qu'il y a peu d'historiens, je vais très rapidement aller sur mon matériel archivistique, en disant un mot sur ma méthodologie. Donc, l'essentiel des documents sur lesquels je base mes analyses sont des ressources des archives gouvernementales, donc les archives des chefs d'État, des ministères des Finances et des banques centrales des 4 pays étudiés. Donc, statistiquement, en fait, les références aux années 30 sont relativement rares et sont rarement en fait l'objet de longs mémorandums et d'analyses. En fait, c'est beaucoup plus souvent des analyses, des allusions à ces crises, plutôt que de longues analyses sur le risque effectif qu'une nouvelle Grande Dépression se produise dans les années 70. Par contre, comme on va le voir dans le papier, en fait, ces comparaisons sont souvent le fait, en fait, apparaissent souvent durant les épisodes, les pics de crise, donc la crise monétaire du début des années 70, les récessions et les crises bancaires des années 70. Un autre point important, c'est aussi qu'en fait, les acteurs appellent souvent souvent référence à leur mémoire des années 30, alors qu'en fait, pour la plupart, par exemple, si on pense à Helmut Schmidt, qui est probablement le dirigeant qui fait le plus souvent référence aux années 30, il est né en fait en 1918. Donc en fait, il n'a pas vraiment une analyse des années 30, c'est pas basé sur son expérience personnelle qui peut analyser le système. Donc le plus souvent, en fait, ce sont des mémoires qui sont recomposées après coup. Donc tout d'abord, je vais vous rappeler un certain nombre d'éléments fondamentaux pour cadrer la discussion. Les systèmes socio-économiques bâtis dans les pays occidentaux après la Seconde Guerre mondiale sont pratiquement tous basés sur une analyse similaire de la Grande Dépression dans les démocraties occidentales. Elles sont organisées en fait selon 3 lectures de la crise relativement comparables. Donc il s'agit de bâtir une société qui va s'assurer de la loyauté des citoyens envers les institutions démocratiques en leur offrant une forme de garantie de sécurité économique, non seulement avec des politiques cherchant à maintenir le plein emploi, mais aussi avec des politiques sociales qui protègent les citoyens contre divers risques socio-économiques. Donc l'objectif est avant tout d'éviter la progression du communisme, mais aussi d'éviter toute radicalisation vers l'extrême droite. Donc c'est l'existence dans les faits, dans les décisions politiques d'un post-war consensus est questionnée par de nombreux historiens. Il existe néanmoins une forme d'accord général autour de l'idée que la dangerosité du chômage et l'insécurité économique, que le chômage représente une menace pour les institutions démocratiques. Et cette leçon est supplémentée, si on dit ça en français de France, par 2 autres leçons qui structure en fait la reconstruction de l'ordre politique et économique international, à savoir que les activités de la finance sont instables de nature et donc il convient de les garder sous un certain contrôle politique. La dernière leçon, c'est que les politiques protectionnistes sont extrêmement dangereuses, alimentent le nationalisme et finalement amènent à des affrontements politiques.
Donc, ma question aujourd'hui, c'est comment est-ce que ces leçons ont évolué historiquement? Donc, au cours des années 60, le taux de chômage est remarquablement bas dans tous les pays occidentaux. Et le développement de l'État social depuis plusieurs décennies protège une grande partie de la population face aux imprévus économiques. Néanmoins, l'idée qu'une récession même mineure pourrait avoir d'immenses conséquences politiques et géopolitiques demeure vive et en fait est sciemment entretenue par un certain nombre de groupes sociaux, notamment les forces syndicales socialistes et sociodémocrates, pour maintenir les gouvernements sous pression. L'essentiel des gouvernements à cette époque sont dominés par la droite. Les travaux de Alexander Nusnadel en Allemagne, par exemple, ont montré comment la récession mineure de 1967 avait ravivé les craintes d'une grande dépression, alors qu'en fait c'est une récession très mineure qui dure seulement quelques mois. Dans le cas français, par exemple, il y a l'exemple qui est relativement connu de Pompidou qui déclare que s'il y a 1 demi-million de chômeurs en France, il y aura une révolution en France. Donc ça, c'est une partie de la lecture sociodémocrate, disons, du mouvement ouvrier sur les années 30. Et à partir, en fait, de la seconde moitié des années 60, il y a une autre lecture qui s'impose, notamment en Angleterre et au Royaume-Uni, qui est basée, qui met en lumière l'abandon de l'étalon or en 1931 par le Royaume-Uni et les États-Unis comme la cause réelle de la Grande Dépression. Donc l'instabilité monétaire qui aurait été la cause de la Grande Dépression. Et ce discours est essentiellement utilisé par deux types d'acteurs, qui sont les experts en politique monétaire au sein des gouvernements et les hauts fonctionnaires des banques centrales, surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et le but, en fait, de cette mise en garde face à l'instabilité monétaire, c'est de discipliner les politiques économiques et sociales des gouvernements de centre-gauche aux États-Unis et en Angleterre, donc Harold Wilson au Royaume-Uni et Kennedy puis Johnson aux États-Unis. Donc pour garder les choses simples, en fait, il s'agit de pousser les gouvernements de ces pays dont la monnaie sert toujours de réserve dans le système de Bretton Woods à ne pas faire trop usage de la planche à billets pour financer les politiques sociales. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que au début des années 70, les crises vont infirmer ces récits de crise en leur offrant un test de grandeur nature. Donc, la décision de Richard Nixon de suspendre le système de Bretton Woods en 1971 est immédiatement suivie par une vague de réprobation. Donc, les gouvernements et médias européens, ainsi que les organisations internationales comme le FMI ou l'OCDE, affirme que la décision américaine pourrait amener une dislocation économique mondiale, un retour du protectionnisme, etc. Mais aussi de nombreux acteurs américains, notamment les représentants des multinationales américaines, utilisent des arguments similaires pour pousser Nixon à revoir sa décision. Et en fait, l'apocalypse économique prédite ne se produit pas. Certes, de nombreux gouvernements expriment leur désapprobation, leur mécontentement, mais en fait, aucun gouvernement n'ose affronter les États-Unis dans une guerre monétaire passant par des dévaluations compétitives couplées à des politiques déflationnistes. Par ailleurs, en fait, l'idée d'un lien automatique entre chômage et radicalisation politique est aussi contredite par l'expérience des années 1970. La hausse du chômage dans le monde occidental n'entraîne ni chaos social ni radicalisation politique. Donc, au milieu des années 70, la barre des 1 million de chômeurs est facilement dépassée en France, en Allemagne et en Angleterre. Et de facto, il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue social. Il y a évidemment des grèves, etc., mais ce n'est pas à cause du chômage en tant que tel, c'est beaucoup plus à cause de l'inflation et de la volonté d'indexer les salaires. Pardon, oui. Donc en fait, les chômeurs se retrouvent relativement isolés et ne parviennent pas à s'organiser pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Donc en fait, on assiste non pas à une radicalisation du mouvement ouvrier, mais en fait à sa déstructuration qui est en fait renforcée par la désindustrialisation. Donc malgré le ton alarmiste utilisé par plusieurs hommes politiques, les structures démocratiques ne sont jamais menacées durant la récession et au contraire, en fait, ce sont les régimes autoritaires en Espagne, en Grèce et au Portugal qui s'effondrent.
la progression du vote communiste en Italie au milieu des années 70, et la création d'un mouvement euro-communiste suscite un certain nombre d'inquiétudes dans les pays de l'OTAN. Mais en fait, l'Italie est une exception et non la règle. Dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, il n'y a pas de réémergence d'un mouvement communiste un peu sérieux, enfin, un peu structuré et ayant un poids politique important. Inversement, il n'y a pas non plus de montée en force du fascisme en Occident sous l'effet du chômage. Ces mouvements demeurent extrêmement marginaux. Donc en fait, progressivement, les forces bourgeoises les plus conservatrices réalisent que la menace sociopolitique du chômage a été exagérée et a permis aux forces de gauche de remporter un certain nombre de batailles politiques depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'épisode le plus marquant de ce phénomène est le discours de Preston, prononcé en septembre 1974 par Keith Joseph, qui est l'un des principaux acteurs du Parti conservateur britannique et un allié proche de la future leader de l'opposition, Margaret Thatcher. Pour ceux qui détaillent, en fait, ce discours a été rédigé par Alfred Sherman, qui est un intellectuel qui dirige le Centre for Policy Studies à Londres, qui est un des principaux think tanks néolibéraux de l'époque. Donc, en fait, Sherman comprend que la crainte des conséquences du chômage a empêché le gouvernement conservateur d'Edward Heath, qui a dirigé le Royaume-Uni entre 70 et 74, d'implanter le programme conservateur qu'il avait initialement envisagé. Et donc, la conséquence, la leçon de cette expérience est qu'il ne faudra pas se laisser impressionner lorsque les conservateurs reviendront au pouvoir, et Margaret Thatcher aura notamment une ligne beaucoup plus dure que Heath. L'administration américaine dirigée par Gerald Ford arrive à peu près aux mêmes conclusions sur la dangerosité du chômage. Et en fait, laisse sciemment la récession de 1974 se développer pour combattre l'inflation. Ford fait l'objet d'attaques très violentes en hiver 74-75. Il est accusé de laisser se développer une grande dépression. Il est comparé à Hoover au début des années 30. Et sous la pression, Ford finalement annonce 2 plans de relance en 1975, mais c'est avant tout un calcul politique pour faire taire l'opposition. Le gouvernement américain n'a plus peur en fait du chômage. Et lors de ces rencontres avec Margaret Thatcher en été 1975, puis lors du premier sommet du G7 en novembre 1975, Ford confirme son point de vue. Il dit en substance que malgré un chômage de 8%, il n'y a aucun signe de révolte sociale aux États-Unis, donc pas de raison non plus de réorienter la politique. Au cours de l'année 76, les gouvernements occidentaux acceptent une stratégie développée par l'OCDE qui prévoit un retour en plein emploi seulement en 1980, puisque dans le fond, on remarque que les sociétés occidentales vivent relativement bien avec le chômage. Et qu'il n'y a pas donc d'urgence à implanter des politiques pour le compte. Donc à ce stade, en fait, on a deux des 3 leçons initiales de la Grande Dépression qui sont en jeu. Elles continuent évidemment à être mentionnées dans les débats politiques, mais elles n'ont plus la même force de persuasion et d'impact sur le débat démocratique. Par contre, à partir des années 60, on a un nouveau récit de la crise des années 30 qui commence à se diffuser. Il se focalise plus sur les conséquences sociales et politiques de la crise, mais sur ses causes. Et il est inspiré par les travaux de Milton Friedman et Anna Schwartz sur la politique monétaire aux États-Unis. Il s'organise autour de l'idée centrale que la Grande Dépression n'était pas une crise du système capitaliste vraiment, mais qu'elle a été causée par la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, dont la politique monétaire restrictive était accusée d'avoir causé le crash de Wall Street de 1929, puis d'avoir étouffé l'économie américaine. Donc, cette interprétation va être utilisée par les milieux financiers, particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni, pour protéger leurs intérêts. Donc, réduit à l'essentiel, l'argument dit ceci, si l'État laisse les crises financières et les faillites bancaires se développer, alors le monde risquerait, au conditionnel, de faire face à une nouvelle Grande Dépression.
Et cette idée commence à avoir un impact sur la politique économique des États-Unis au début des années 1970, notamment lors de la faillite de la compagnie de chemin de fer Penn Central, qui est fortement liée à la Chase Manhattan Bank de la famille Rockefeller, et qui en fait, c'est la première fois que la Réserve fédérale américaine décide d'offrir des facilités de refinancement en fait, pour soulager les créditeurs américains. Mais c'est surtout avec la crise financière de 1974 que se répand l'idée que les gouvernements ont le devoir moral d'éviter les faillites bancaires. À cette époque, le système financier est instable en raison de l'abandon de Bretton Woods et du premier choc pétrolier. Et donc la Banque d'Angleterre se lance dans une opération de soutien aux intérêts, enfin aux compagnies financières, qui s'appelle Opération Lifeboat, pour secourir le marché bancaire secondaire. Et en parallèle, la Réserve fédérale américaine renfloue la Franklin National Bank, qui est une très grande banque américaine, qui est en grande difficulté au printemps 1974. En même temps, les autorités allemandes ont une position beaucoup plus ferme face aux banques. Elles laissent la banque Herstatt faire faillite en été 1974. Il s'agit d'une petite banque, mais qui est relativement bien intégrée sur les marchés financiers internationaux et qui a des positions ouvertes à l'étranger. Et donc, la faillite de cette banque provoque une panique sur les euromarchés durant l'été 1974. Et à partir de là, s'engage un bras de fer entre, d'un côté, le gouvernement allemand et français soutenu par la communauté européenne, et de l'autre, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et tous deux cherchent en fait à instrumentaliser la Grande Dépression pour justifier leur position. Donc les premiers, avec Helmut Schmidt en première ligne, dénoncent l'instabilité intrinsèque du marché financier qui pourrait amener à l'effondrement de l'économie réelle et demandent une réglementation stricte des opérations financières internationales. En même temps, les anglo-saxons refusent fermement l'idée de réglementation qui entraverait les opérations de Wall Street et de la City et parviennent à imposer l'idée que les pouvoirs publics et les banques centrales ont le devoir d'établir des mécanismes de prêteurs de dernier recours et des règles simplement prudentielles qui sont minimalistes pour le secteur financier. Et l'argument, comme cette idée de sauvetage des banques provoque des controverses à une époque où le chômage augmente fortement en Occident, l'argument massue de la Grande Dépression est utilisé par les milieux financiers, par leurs médias, par leurs lobbies, etc., avec l'idée systématique de si les banques ne sont pas sauvées par l'État, alors il pourrait y avoir une nouvelle Grande Dépression. Et cet argument va être récité durant à peu près toutes les crises financières qui vont s'en suivre. Les banques new-yorkaises parviennent à pousser le gouvernement américain et le Congrès à renflouer la ville de New York, qui est en crise en 1975. Elles affirment qu'un défaut de paiement amènerait un nouveau Black Monday, etc. Le gouvernement américain sait que l'argument est fallacieux, il a fait plein d'études là-dessus. Oui, j'arrive tout de suite. Mais c'est néanmoins sous la pression publique, sous la pression de l'opinion publique, relativement bien orientée par Chase Manhattan Bank et les autres grandes banques new-yorkaises. L'argument d'une menace d'une nouvelle Grande Dépression va également être utilisé au cours des diverses crises bancaires des années 80, d'abord avec la crise de la dette mexicaine, qui est présentée par le directeur de la Réserve fédérale, Paul Volcker, comme la plus grande crise que le monde a connue depuis la Grande Dépression pour justifier l'intervention de la Réserve fédérale dans la résolution de la crise. Et puis, c'est surtout avec la crise de Illinois National Bank en 1984 qu'une nouvelle expression voit le jour dans les débats publics aux États-Unis, c'est la phrase, non phrase, comment dire, l'expression too big to fail. Donc certaines banques sont désormais considérées comme trop grandes parce qu'elles ont une importance systémique pour le système pour faire faillite. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ces principes sont demeurés valables jusqu'à ce jour à peu près. Donc si durant la crise de 2007, la banque Lehman Brothers a été laissée, on a laissé tomber Lehman Brothers en faillite,
Le reste du système bancaire international a massivement été renfloué malgré les effets d'annonce. En fait, les règles fondamentales du système international financier n'ont pas été réformées par le G20 comme cela a été annoncé. Et politiquement, la justification demeure toujours encore la même. Donc, si les banques n'avaient pas été sauvées, on aurait pu assister à une nouvelle grande dépression. Donc, c'est à peu près toujours la même rhétorique. Et ce qui est toujours intéressant, c'est qu'en fait, on crée une fausse alternative entre deux propositions, qui est soit on sauve les banques, soit il y a une grande dépression, en excluant évidemment toutes les autres alternatives. Et pour conclure ce papier, parce qu'il faut que je me dépêche, il est très très intéressant de voir que Bernd Bernanke, donc l'ancien patron de la Réserve fédérale américaine, vient d'obtenir le prix Nobel d'économie il y a 10 jours, donc je n'ai pas eu le temps d'adapter complètement le papier pour cet événement. Et le communiqué du prix Nobel dit que Bernd Bernanke a demonstrated how failing bank played a decisive role in the global depression of the 1930s. Bernanke's research shows that bank crises can potentially have catastrophic consequences. Est-ce là bien nouveau? Non, fondamentalement, en tant qu'historien économique, on sait que depuis, ça fait 80 ans qu'on sait que oui, les crises financières sont un danger. Et si vous me permettez cette conclusion un peu politique, qui n'est cette fois pas basée sur des archives, on peut se demander si le prix Nobel de M. Bernanke valide ses résultats scientifiques ou en fait ses services rendus au système financier. Merci beaucoup aussi d'avoir respecté le temps. Voilà. Mon rôle de gendarme qui n'est pas très agréable. Donc, nous allons enchaîner tout de suite avec la deuxième intervention. Il faut juste que vous fermiez votre diaporama et que vous échangez vos places. Voilà. Et le vôtre est sur le bureau. Vous avez juste à l'ouvrir. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. Et donc, mon sujet est lié avec la crise grecque et la résurgence d'une réflexion sur la démocratie confrontée à son modèle antique et au contre-modèle allemand. Ce qu'il est convenu d'appeler crise grecque a souvent été perçu en France sous le prisme économique. En Grèce, en revanche, ce moment de son histoire, qui couvre toutes les années 2010, a certes été analysé dans sa dimension économique, mais a aussi ouvert la voie à un questionnement politique relatif à la démocratie. C'est cette dernière approche qui constituera le cœur de cette communication. Donc, en préambule, nous abordons trois notions autour desquelles s'articulera notre positionnement. Crise grecque, démocratie, germanité. Étymologiquement, le terme de crisis, en grec, vient du verbe krino, juger, et désigne un moment révélateur, c'est-à-dire le point de bascule d'une situation à une autre. Sous cet angle, la crise grecque désigne le moment où, après 35 ans d'expérience démocratique, la Grèce se voit privée de son pouvoir politique au profit d'une instance supranationale. Ces désistements de souveraineté expriment dès lors une tension entre d'une part la démocratie et d'autre part la germanité. Nous tenons là notre problématique. Dans quelle mesure la réflexion sur la démocratie se nourrit-elle de représentations antagonistes, le modèle antique contre la germanité? Et cette analyse étend sur 7 mois cruciaux du retour de la souveraineté populaire avec l'accession au pouvoir en janvier 2015 de la gauche radicale, au déni démocratique consécutif au référendum de juillet 2015. Les sources utilisées sont essentiellement issues tant des discours politiques que journalistiques. Même si nous savons par les historiens
que la démocratie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ n'a rien à voir avec nos démocraties occidentales, cette référence à l'Antiquité est constamment évoquée comme un modèle. Nous allons donc examiner quelques exemples de références à ces paradigmes politiques. Pour nous inscrire dans le cadre chronologique fixé, notre première analyse porte sur l'arrière-plan du discours de victoire prononcé par Alexis Tsipras le 25 janvier 2015. Le cadre retenu par le nouveau Premier ministre est celui de l'Université d'Athènes, un bâtiment néoclassique comme il en existe tant d'autres dans la capitale grecque. Le roi bavarois Othon a en effet voulu réinscrire Athènes dans la continuation de l'Antiquité. À cette fin, il confia à différents architectes étrangers, dont Hansen pour l'université, le soin de créer de nouveaux bâtiments dans une esthétique antique. Le soir du 25 janvier 2015, Alexis Tsipras prononce donc son discours devant les propylées de l'université, renvoyant ainsi au passé idéalisé de son pays. Sa victoire est en effet l'expression d'une dignité retrouvée après 5 ans d'humiliation et une mise sous tutelle économique et politique du pays. Les leaders de Syriza, par le choix de ce décor, expriment ainsi à destination des Grecs, mais aussi à destination de l'Union européenne, un message symbolique. La Grèce est de nouveau une puissance européenne et c'est le peuple qui détient le pouvoir. Arrêtons-nous à présent sur le discours prononcé par Alexis Tsipras. Plus que le discours du 25 janvier, il nous semble intéressant d'examiner les références historiques dans le discours d'annonce du référendum prononcé le 26 juin 2015. Après 5 mois au pouvoir et une succession de conflits entre l'exécutif grec et les instances européennes, il s'agissait pour le Premier ministre de redonner la parole au peuple. L'Union européenne proposait en effet un nouveau train de mesures d'austérité que Tsipras jugeait inacceptable. Le peuple grec sortait exempt de 5 ans d'austérité et ne pouvait supporter une nouvelle aggravation. Ce sera donc au peuple de trancher. Dans son adresse aux électeurs, il se réfère explicitement à la Grèce antique. Que la Grèce, celle qui a vu naître la démocratie, adresse une réponse démocratique retentissante à la communauté européenne. Pour reprendre le titre d'un essai de Bolan Ismar, il s'agit d'opposer la démocratie contre les experts. Ce sont ces derniers, en effet, qui ont conçu dans leur bureau bruxellois les plans d'austérité successifs qui ont frappé la Grèce. En appelant les peuples à s'exprimer directement via un référendum, le Premier ministre n'entend pas seulement contrer les experts de l'Union européenne. Il prend comme modèle l'expression directe des citoyens telle qu'elle était pratiquée sur l'APNIX. Tout son discours est ainsi irrigué de références à la démocratie antique qui s'oppose au dévouement du principe démocratique tel qu'il est pratiqué dans les instances européennes. Si l'on écoute des voix opposées à celles de Tsipras, ce contournement de la Vox Populi est assumé. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, considère qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Le ministre des Finances de l'Allemagne, Wolfgang Schäuble, énonce un raisonnement semblable. Il ne peut être pas très judicieux que ce soit le peuple grec qui décide de ce qu'il est prêt à accepter, de ce qu'il convient de faire. Ces propos ne laissent pas de surprendre au sein d'une Union européenne qui promet la démocratie comme valeur cardinale. Mais certains dirigeants européens connaissent les risques d'une consultation populaire. On se rappelle le référendum français et néerlandais de 2005 sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. La démocratie est en effet source d'instabilité. C'est d'ailleurs déjà le cas dans l'Athènes du 5e siècle. Les mêmes qui sont portés au nu et couverts d'honneur peuvent être ensuite couverts d'opprobre. On se souvient par exemple du retournement des sorts dont a été victime Thémistocle. La cité lui doit la victoire décisive sur les Perses à Salamine en 480. Mais cette même cité l'ostracisera 10 ans plus tard et le conduira à se réfugier chez Artaxerxès, le fils de son ancien ennemi. Permettez-moi à ce moment de faire une excursion dans la période du régime des colonels en Grèce. Il nous a semblé intéressant en effet d'examiner
comment le colonel Papadopoulos se référait au modèle antique de la démocratie. C'est dans une lettre qu'il adresse en janvier 1968 au président américain Johnson qu'il expose sa vision. D'emblée, il se réfère à la Grèce comme le berceau de la démocratie. Un homme d'ordre qu'il est, il avoue son embarras. Le régime démocratique qui préexistait à sa prise de pouvoir était un régime instable qui ne pourrait que conduire à la victoire des communistes. Il dresse alors un réquisitoire contre l'État de son pays jusqu'en 1967. Je cite. Le régime qui existait avant les changements actuels n'avait aucun rapport avec la démocratie. C'était un régime de débauche factieuse, de démagogie effrénée et de corruption désintégratrice. Ce jugement prêterait à sourire si les circonstances n'étaient pas si tragiques. La rhétorique de Papadopoulos est d'ailleurs assez classique. Tout dictateur qui accède au pouvoir prétend non seulement rétablir l'ordre, mais aussi sauver le pays, voire rétablir la démocratie. Plus loin dans sa lettre, il explique d'ailleurs que les élections prévues en mai 1967 n'auraient offert aucune solution au pays. Je cite. La révolution du 21 avril 1967 a eu lieu à la veille d'une guerre civile certaine, résultat inéluctable des élections fixées au 28 mai. Ces élections, quel que soit le verdict des urnes, n'auraient pas résolu la crise toujours grandissante. Notons enfin que le terme utilisé pour désigner le coup d'État est celui de révolution, soit la même expression qui désigne la libération des Grecs du joug ottoman. Revenons à la période de la crise économique et sociale des années 2010. Les références historiques empruntées à l'Antiquité abondent dans la presse internationale. Nous en avons retenu trois illustrations. Une du journal Libération annonçant les résultats du référendum et des dessins de presse. Le titre choisi par Libération à sa une, Nom de Zeus, est caractéristique du style de ce journal dans la mesure où il procède dans un démon. Mais plus profondément, il exprime, en faisant référence au roi de Dieu, l'idée d'une puissance du suffrage populaire qui rappelle l'allocution de Tsipras. Ce dernier est d'ailleurs représenté par sa silhouette qui émerge d'un fond noir, laissant entendre que cette réponse du peuple grec augure des difficultés à venir. Cette référence mythologique est d'ailleurs un topos du dessin de presse. Prenons-en pour exemple l'illustration d'Angel Amio pour un article du Monde. Tsipras est d'ailleurs représenté plus en empereur roman qu'un dieu grec, mais son attribut, le foudre, renvoie à Zeus. Une fois de plus, cette représentation met en valeur la volonté de puissance du premier ministre grec, mais chacun constatera que cette statue se fissure. Cette faiblesse nous renvoie à notre dernière illustration, celle du dessinateur Dave Granlund, qui présente l'allégorie de l'économie grecque sous la forme d'un Parthénon qui s'écroule. Nous avons vu ainsi comment l'élan démocratique menaçait la stabilité européenne au moment de l'accession au pouvoir de Syriza. Il s'agissait donc pour les instances européennes de mettre au pas ses dirigeants rétifs et son peuple insoumis. Ce sera tout l'enjeu des négociations européennes consécutives au référendum. Dès lors, et ce sera l'objet de notre seconde partie, un modèle s'exprime en réponse à l'expression démocratique. Nous l'avons conceptualisé dans l'expression de germanité. Ce terme s'entend ici au sens d'identité culturelle, telle que l'a définie l'Académie française dans la 9e édition de son dictionnaire. Identité culturelle d'un peuple, c'est l'ensemble des traits qui le définissent, tels que sa langue, ses mœurs, ses croyances. Il s'agit donc d'une notion fluctuante, puisqu'elle embrasse l'identité culturelle allemande depuis les Allemands de l'Antiquité jusqu'aux Allemands de l'Allemagne réunifiée. Pour autant, notre propos aujourd'hui n'est pas d'embrasser l'ensemble des caractéristiques de la germanité, mais de montrer comment elle a été associée en Grèce à un esprit antidémocratique. Toute la rhétorique du Premier ministre de l'époque tend à opposer l'esprit démocratique des Grecs, selon lui, à l'autoritarisme, selon son expression, de l'Union européenne. Or, cet autoritarisme se confond, dans l'esprit de Tsipras, avec les figures du pouvoir allemand, Schäuble et Merkel notamment. Il s'agit donc pour lui de montrer que face au risque d'une Europe allemande, il importe d'affirmer la souveraineté des peuples européens. Lors d'une allocution solennelle au peuple grec, Tsipras s'exprime en ces termes.
Face à cet ultimatum de chantage, dont le but est de nous faire accepter une austérité extrême et humiliante, sans fin, sans perspective de redressement social et économique, je vous invite à vous prononcer souverainement et fièrement comme l'histoire grecque vous enjoint. L'histoire grecque, à laquelle Tsipras se réfère, est liée à la douloureuse période d'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Occupation consécutive au refus de l'ultimatum italien par Metaxas le 28 octobre 1940. Si le Premier ministre s'appuie sur cet événement, c'est qu'il a observé, lors de nombreuses manifestations contre l'austérité, les références constantes à l'occupation allemande. Celles-ci ont eu lieu dans une place qui se trouve juste devant le Parlement hellénique, la place Syntagma ou place de la Constitution. Jusqu'en 1843, cette place s'appelait place du Palais, en référence à la résidence du roi bavarois Otton. Mais le 3 septembre 1843, un soulèvement se produit et les manifestants se rassemblent sur cette place afin d'exiger une constitution. Cet événement, qui voit un roi céder à la pression populaire, explique l'attachement des Grecs à ces lieux chargés d'histoire. Dès ce jour, cette place est baptisée place de la Constitution. Nous constatons donc que cette place incarne pour les Grecs, d'une part, la contestation d'une xénocratie et d'autre part, l'exigence démocratique. C'est ainsi que les indignés, le 25 mai 2011, choisissent cette place pour manifester contre les politiques d'austérité adoptées par leurs gouvernements successifs, conformément à la volonté des instances européennes. Ces politiques d'austérité sont incarnées aux yeux des manifestants par Wolfgang Schäuble, ministre des Finances allemand à l'époque. Ce dernier cristallise le mécontentement des Grecs, lesquels rêvaient parfois des accents germanophobes. Ce mouvement des indignés exprime donc une double revendication, sociale d'une part, politique d'autre part. La revendication sociale résulte de l'extrême difficulté dans laquelle les classes populaires se trouvent au bout d'un an d'austérité. Il exprime donc une colère sociale, mais se propose également de construire une alternance politique. Les indignés viennent en effet de différents horizons politiques, mais ils s'accordent dans une volonté commune d'en finir avec un système qui les a trahis. C'est ainsi une nouvelle conception de l'Union européenne qui se désigne sur la place Syntagma. La communauté économique européenne à laquelle la Grèce a adhéré en 1981 représentait alors un espace de démocratie et de prospérité. 40 ans plus tard, l'Union européenne n'offre plus, aux yeux des indignés, ni l'une ni l'autre. Elle ne semble qu'incarner à leurs yeux l'idée d'une Europe allemande. D'ailleurs, cette vision d'une Allemagne autoritaire n'est pas propre à la Grèce. Le Spiegel déplore le 21 mars 2015 qu'un nombre de médias européens renvoie encore au passé nazi de l'Allemagne. Il s'en explique en ces termes. Notre article de couverture explique pourquoi le passé ne disparaît pas et pourquoi l'ère nazie est à nouveau un sujet dans les débats sur l'euro et dans la discussion sur le rôle de leadership de l'Allemagne. Les références à la germanité ne concernent pas seulement le Troisième Reich. Jean-Luc Mélenchon, dans un essai publié cette même année, 2015, se réfère au chancelier du Deuxième Reich, les harangues de Bismarck. Le pamphlet se propose de montrer que la prise allemande sur l'Union européenne est un recul pour notre civilisation. Il s'agit donc d'opposer une Europe qui serait d'essence démocratique, celle à laquelle Tsipras se réfère, à des institutions européennes dominées par l'Allemagne et caractérisées par leur rigidité, voire leur autoritarisme. L'un des concepts clés de la germanité est celui d'ordre. C'est ainsi qu'en cette même année 2015, dans un article de Die Welt, intitulé « La Grèce a déjà détruit une fois l'ordre européen », le journaliste Bertolt Schiwold se réfère à l'ordre méternicien. Il dresse un parallèle qui suscita une certaine polémique entre la Grèce de Tsipras et celle de 1821. Il s'agit pour le journaliste de déplorer la manière dont un petit État brise l'ordre européen, dominé dans les deux cas par la germanité. En 1821, en s'insurgeant contre son occupant ottoman, la Grèce contrariait le projet du chancelier autrichien Metternich. En 2015, en s'insurgeant contre sa tutelle européenne, le premier ministre grec déstabilisait un ordre européen sous domination allemande. Ainsi, nous avons vu comment une crise financière et économique avait soulevé une question politique sur l'essence de la démocratie.
Cette question, soulevée en Grèce, mais également dans d'autres pays touchés par la crise, que l'on chose aux indignés espagnols de la place Puerta del Sol, interroge un certain ordre européen dominé par l'Allemagne et son dogme ordolibéral. À ce modèle allemand, les Grecs ont tenté d'opposer une expression démocratique à laquelle le sommet des chefs d'État et des premiers ministres de la zone euro du 12 juillet 2015 mit un terme. Le retour de Bruxelles, Tsipras annonça en effet son acceptation du mémorandum. Dans la mesure où ce n'était pas le mandat qu'il avait reçu du peuple en janvier 2015, il convoqua des élections anticipées pour le mois de septembre suivant. Les Grecs, dans une forme de lassitude démocratique, reconduire la majorité de Syriza, ouvrant la voie à une crise sociale. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux interventions qui ont parlé de façon très différente finalement des crises économiques et des leçons qu'on en tire en lien avec la démocratie. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle. Oui, je vois là-bas. Merci beaucoup pour ces deux interventions très intéressantes. J'aurais une question à Stéphanos Pneumatikos. Donc, vous avez présenté le discours de Tsipras, justement, dans cette référence à la germanité. Est-ce que ces références étaient l'objet d'un consensus transpolitique ? Est-ce que tous les partis politiques présents, par exemple au Parlement grec, ont repris ces références de la même manière ? Ou est-ce qu'il y avait aussi des distinctions, des sensibilités différentes dans la manière d'utiliser et de s'approprier cette référence à la germanité ? Merci. Merci de votre question. Et donc, je pense que c'était plutôt au moment de l'allocution de Tsipras, lorsqu'il a annoncé le référendum grec, où il a essayé de s'appuyer plutôt sur la notion de la démocratie. Toutes les références qui ont eu à lieu avec la germanité n'étaient pas des références directes. C'est-à-dire qu'il évoquait plusieurs fois l'ordre, le respect des règles, mais il n'a jamais fait des attaques personnelles au moment où il était au pouvoir, parce qu'avant d'arriver au pouvoir, il avait un discours complètement différent. Et donc, je pense que c'était plutôt la façon dont il a essayé de jouer avec la notion de la démocratie afin de pouvoir arriver au résultat qu'il souhaitait au référendum. Je vais rebondir directement sur la question, c'est-à-dire est-ce que ces références, alors pas forcément chez Tsipras, mais on va dire ces références critiques à l'Allemagne nazie, voilà, Merkel, je me souviens d'images de manifestations où Merkel était... Il y avait des pancartes où elle était présentée en Hitler. Est-ce que c'était vraiment tout le spectre politique ou seulement une partie ? Non, c'était seulement une partie, c'était plutôt les extrêmes, l'extrême droite, parce que pendant cette période-là, pour la première fois, la Grèce a vu un parti d'extrême droite néo-nazi qui est entré au Parlement. C'était un parti qui, en 2010, avait un pourcentage de 0,2%, et dans 2 ans, son pourcentage a été élevé à 9%. Et il est entré aussi dans le Parlement européen. Donc, c'était plutôt ce parti qui tenait ce discours anti-germanique. Et quant au moment des manifestations avec les indignés, c'était plutôt... Il y a eu des panneaux qui faisaient les liens entre Merkel et les nazis. Et il y a eu des slogans du type « Non au quatrième Reich allemand ». Mais je pense que c'était vraiment la plus grande partie des manifestants se rassemblaient à la place Sinterma pour faire un débat, pour discuter. Là, oui. Oui. Non, pour enchaîner avec cette référence à la germanité, je me souviens de Cohn-Bendit,
s'adressant dans une session du Parlement européen, demandant ce qu'il en était de la dette de guerre de l'Allemagne envers la Grèce. Donc il y avait d'autres échos, disons, que des dessins de presse et des expressions pamphlétaires comme celle de Mélenchon. Oui, c'est vrai que pendant cette période, cette question a été en une pour une période dans les médias grecs, mais c'était plutôt les partis anti-gouvernementaux qui proposaient cette idée de la réparation des guerres, en fait, de la Seconde Guerre mondiale. Et les partis de Syriza tenaient aussi ce discours avant son arrivée au pouvoir. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, cette question a été complètement marginalisée. Mais c'est vrai que... Et je ne me souviens pas que dans le film de Costa Gavras, Adult in the Room, je ne me souviens pas de cette référence à la germanité dans le film. Je pense que le film était plutôt concentré sur la négociation ou la non-négociation. Et sur la façon dont les instances européennes prenaient les décisions. Il a donc insisté plutôt sur cet aspect antidémocratique quant à la prise de décision au sein de l'Union européenne. Fritz, oui. Si je me souviens bien de mes études secondaires, la Grèce antique n'était pas démocratique. Il y avait quelques cités qui étaient démocratiques, dont Athènes de temps en temps. On prend Athènes comme exemple de la démocratie globale de la Grèce antique, ce qui est quand même un peu partiel, dirais-je. Oui, bien sûr, je ne la prends pas comme un exemple qui représente toutes les démocraties. Moi, je me réfère plutôt à l'APNIX et ce que j'essaie de garder dans mon esprit par rapport à cette notion de la démocratie directe de l'Antiquité et qu'il y a eu toujours le débat entre les citoyens à Athènes. Ce serait presque à la limite une question, je ne sais pas, j'allais presque dire pour s'amuser, entre guillemets. Ça s'adresse à tous les deux, donc il faudra que vous vous mettiez d'accord dans l'ordre de passage, si j'ose dire. Dans quelle mesure ce dont vous avez parlé en premier n'est pas tout simplement la cause de ce que vous avez exprimé ensuite, c'est-à-dire où tout est lié, et c'est la réutilisation d'un passé à des fins politiques qui conduit finalement à une contestation politique de ce système mis en place. Merci. Moi, pour être sincère, au moment où j'ai entendu la présentation, je pensais la même chose. Je pensais qu'il y a un lien. Je ne sais pas si tout peut être expliqué à partir de la présentation qu'on vient d'écouter, mais je pense qu'il y a un lien et on peut tirer des conclusions en faisant les parallèles entre les deux sujets. Juste une parenthèse, la question que vous avez posée à la fin au sujet du nouveau prix Nobel d'économie, je pense que la réponse est dans la question. Oui, non, absolument, mais la question, enfin, l'exemple grec, en fait, contredit le narratif lui-même, dans le sens où, oui, au final, l'instabilité économique et l'insécurité économique entraînent à long terme des radicalisations. Et ce que dans les années 70, l'attente qui a été déçue en fait dans les années 70 et que les milieux sociodémocrates et ouvriers n'ont pas anticipé, c'est qu'en fait l'État social absorbait énormément de mécontentement. Et donc par exemple en Allemagne, Helmut Schmidt dit en fait contre son narratif de oh, le monde va s'écrouler. En fait, il utilise cet exemple notamment pour presser Thatcher et Reagan de réorienter leur politique néolibérale en disant votre truc, ça va détruire l'ordre social. Et la réponse, c'est non. C'est non, de toute façon, l'ordre social tient la route. On n'est plus en 1930, donc on a des politiques sociales qui absorbent le choc. Et Helmut Schmidt répond oui, tant qu'on a l'argent pour les financer.
Donc évidemment, ça marche pour l'Allemagne, ça marche pour la France encore relativement bien, pour la Suisse. Mais évidemment, quand la politique devient de couper les vivres à la Grèce, au Portugal, à l'Espagne, etc., on voit que en fait, à partir du moment où on coupe le filet social, les choses se radicalisent relativement vite. Et on va voir maintenant avec le retour de l'inflation comment ça va se passer. Mais je suis historien, je ne parle pas du futur. Juste un dernier commentaire, puisque vous avez parlé de la place Syntagma, où se sont réunis justement au moment de Syriza. Les indignés espagnols se sont réunis à la Puerta del Sol, comme vous l'avez dit, 10 jours auparavant. Or, la Puerta del Sol, c'est là qu'a été proclamée la Deuxième République espagnole. Donc, il y a là une symbolique très nette entre mouvement populaire, demande de référendum, demande de démocratie et mise en cause d'un système économico-politique qui n'est absolument pas démocratique. Moi, j'avais aussi plus des commentaires, mais voilà, j'avais aussi le lien entre les deux. Effectivement, m'a paru très intéressant. Juste, vous avez montré, là, vous avez évoqué Jean-Luc Mélenchon. Donc, cette comparaison avec Bismarck, je m'en souviens bien, effectivement, parce que ça avait beaucoup... c'est aussi été critiqué en France par les autres partis. Et je me souviens aussi d'une une de Bild en Allemagne présentant Angela Merkel avec un Pickelhaube, avec un casque à pointe prussien. Et le titre, c'était La chancelière de fer, Die Eiserne Kanzlerin. Sauf que là, c'était pas vu négativement, forcément, pour Bild, puisque justement, c'était l'Allemagne qui prenait les choses en main et les Grecs qui étaient plutôt le problème, en l'occurrence. En tout cas, la référence à Bismarck, elle peut varier suivant le point de vue ici abordé. Et dans votre communication, donc sur le rôle de Helmut Schmidt, effectivement, vous avez dit qu'il est né en 1918, donc il était effectivement très jeune au moment de la vraie Grande Dépression, de la Grande Dépression. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même une mémoire aussi individuelle, justement. Et puis surtout, ce sont les conséquences. C'est pas très étonnant que ce soit les Allemands qui avaient le plus peur, en quelque sorte, aussi, puisqu'il y avait cette association que la crise était quand même un facteur essentiel aussi dans la montée du nazisme. Donc, ça m'a pas trop étonné que ce soit Helmut Schmidt qui ici était le plus finalement vindicatif, le plus qui est le plus insisté. Et puis par rapport aux réparations, je trouve que c'est aussi intéressant parce que finalement on voit comment toutes ces leçons, réécrites ou inspirées, s'imbriquent, parce que le fait que l'Allemagne n'ait pas payé de réparation après la Seconde Guerre mondiale, ça a été aussi une sorte de leçon qu'on avait tirée de la première et du traité de Versailles et de la question des réparations qui avait pollué on va dire le débat politique en Allemagne, etc., pendant toutes les années 20. Donc on voit finalement comment tout ça s'imbrique et que ça s'enchaîne. Voilà. Et s'il y a-t-il encore, on peut prendre éventuellement une dernière question, sinon c'est l'heure du déjeuner. Tout le monde a peut-être faim. Il sera possible bien sûr de continuer les débats. Donc le déjeuner est un buffet qui est dans le hall. Donc voilà, on ne va pas loin. Donc nous reprendrons. Donc on a pris un peu de retard, mais on avait prévu une pause assez longue. Donc je pense que nous pouvons tenir le planning et reprendre à 14h. Donc cet après-midi. Ça nous laisse 1h15. Je pense que c'est possible. Donc encore merci aux deux intervenants.